merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi aujourd'hui, nous abordons les défis de l'application de l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, représentés par le président Donald Trump. Est-ce que l'accord sera-t-il appliqué comme il se doit? Est-ce que Paul Kagame va-t-il respecter ses engagements? Est-ce que l'accord mettra fin à la guerre et va ramener la paix dans la partie est de la République? Voilà autant de questions que nous allons évoquer dans cette émission avec notre invité Florent Ebondo, qui est chef de travaux à l'Université pédagogique nationale, mais qui est également un acteur de la société civile, président de l'ONG Lubao. Monsieur Florent Ebondo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà ce qu'on attendait tous, l'accord de l'espoir, l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a enfin été signé aux États-Unis en présence du président américain Donald Trump. Quelle est votre appréhension sur d'abord la cérémonie et puis sur l'accord en question? Merci beaucoup pour la question. Je suis très heureux de retrouver le micro de notre grand média de la République. Ça fait un temps relativement long que je n'étais plus au micro de nos médias classiques, non pas parce que je n'étais pas dans le combat, mais plutôt parce que j'avais choisi de me battre autrement en utilisant d'autres canaux de communication pour battre le poison rwandais. À travers les médias en ligne, à travers les réseaux sociaux, nous étions très présents pour apporter notre contribution dans cette lutte-là. Et aujourd'hui, me revoici sur ce plateau, dans un rendez-vous qu'on a pris avec vous il y a quelques jours et qui tombe dans une journée que je qualifie de malencontreuse pour moi, parce que les nouvelles de l'Est prouvent encore une fois que le criminel du siècle décide toujours d'endayer les familles congolaises. Pour revenir à votre question, je vous dis d'ores et déjà que je salue et je suis très heureux de l'aboutissement de ce processus de paix, de ce combat qu'a livré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa diplomatie puissante et très vigoureuse, animée non seulement par lui-même, mais aussi par l'imbattante phénoménale ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et les autres ministres de la République. Donc, l'accord de paix, l'accord de Washington, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'espoir. Et partant de sa configuration, la gestuelle de ce jour-là, sur le plan de la communication verbale, nous rassure que le chef de l'État a suffisamment sensibilisé les grands de ce monde et a été pris au sérieux également par le grand partenaire d'une si puissante puissance militaire et économique que les États-Unis d'Amérique, avec son président Donald Trump, qui est le parrain de cet accord. Donc, tout ce que j'ai vu, la présence des grands chefs d'État du monde, et principalement ceux qui nous accompagnent dans cette crise ici, qui date de décennies, entretenue par le Rwanda, et la manière dont le monde a salué l'affaire m'a prouvé qu'effectivement, la diplomatie de notre chef de l'État a bien payé, qu'il y a moyen de pouvoir espérer. Mais revenant maintenant à l'applicabilité, pour ainsi dire, de cet accord, en suivant la rhétorique qui avait caractérisé les discours de beaucoup d'officiels rwandais que nous suivons dans les médias, j'avais compris que, et même l'attitude également du président rwandais lui-même, parce que quand il a dit là, vous avez senti quelqu'un qui était réservé, qui vous dit, bon, si ça ne réussit pas, ce sera l'affaire de nous-mêmes. Et vous voyez quelqu'un qui est pessimiste, en qui il n'y avait pas assez d'assurance. Et connaissant le garde individu auquel on a affaire, un paranoïaque tout fait, et j'ai commencé à être dubitatif. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit, l'accord, c'est une très bonne chose, c'est l'aboutissement d'un processus de combat diplomatique de notre président de la République qui ne dort pas, avec le ministre de la République et le gouvernement de la République, mais seulement l'accord lui-même aurait dû prévoir les clauses de conditions au cas où
une des parties ne respecterait pas. Comme c'est déjà le cas avec le Rwanda qui n'a pas tardé à pouvoir envoyer sa soldatesque sur le terrain congolais et tuer nos compatriotes. Et je voudrais revenir sur cet élément-là, en rapport avec la situation de l'Est. Je voudrais manifester ma solidarité avec notre population qui est en train d'errer d'Uvira, parce que le Rwanda a largué encore toute son armée et a utilisé ses instruments, parce que ce que vous appelez M23 également, ce ne sont que des instruments du Rwanda, de Kigali. Hier, il s'en cachait, mais aujourd'hui, il a découvert, le chef de l'État l'a conduit dans une diplomatie très intelligente, jusqu'au moment où presque tout le monde est déjà d'avis que c'est Kagame qui attaque. Et même lui-même, dans sa rhétorique, il ne s'en cache plus. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a hier déclaré au cours d'une de ses productions médiatiques que, eh bien, Goma, Bukavu et les autres villes là, sous son occupation sont entre ses mains. Alors, si Kinshasa voudrait les récupérer, il devra accéder à mes conditions. Une manière de reconnaître solennellement devant le monde entier que c'est bien lui qui est au Congo. Et nous l'avons dit il y a des années. Voilà qu'avec l'approche de Fatou Moutichi, le monsieur a fini par se révéler, toute l'humanité entière est au courant que c'est Kagame qui défie le monde qui est chez nous. Et moi, je considère que son comportement, sa posture actuelle, qui consiste à larguer les tueurs rwandais, parce que quand on mène la guerre chez vous, vous êtes faible. Je ne veux pas que les gens versent dans les condamnations. Nous avons une puissante armée qui a été simplement déstructurée à cause de l'infiltration des officiers. Mais l'armée qui est là, c'est une puissante armée. Mais lorsque vous avez affaire à une guerre qu'on vous mène chez vous, on la mène prudemment parce que vous pouvez raser vos populations. Voilà ce qui explique parfois certains replis stratégiques. C'est quand ce monsieur-là envoie toute son armée dans notre pays, pour se dire que ce n'est pas chez lui, il peut tout raser. Et nous, voyant que ce sont nos compatriotes, il y a toujours cette tendance-là à pouvoir sécuriser notre population et à reculer. Donc je voudrais manifester ma compassion, ma solidarité avec nos frères et sœurs d'Uvira qui présentement sont en train de souffrir du fait de la décision de Kagame de violer les accords et d'entrer encore une fois dans notre pays. Et nous disons que la République est avec eux, nous sommes avec eux. Jamais un crapaud ne pourra avaler l'éléphant. Le Congo va s'en sortir et ce pays-là sera mis à sa place définitivement. Alors, l'accord était un accord de paix, un accord de tous les espoirs. Il a été signé, mais voilà que vous avez parlé d'Uvira qui est déjà sous occupation étrangère, du Rwanda qui est là. Faudra-t-il encore reposer notre espoir sur cet accord ou il faut prendre d'autres mesures pour pouvoir pallier à la situation? Bon, moi je crois que l'accord, parce que là nous sommes dans une situation d'un accord qui ne lie pas que notre pays. L'accord a eu à impliquer aussi les puissances, dont la plus redoutable puissance du monde. Nous allons voir également l'attitude des États-Unis d'Amérique. C'est une insulte même à cette grande puissance-là. Ça c'est de un. De deux, depuis toujours, on n'a pas dit que le fait de signer l'accord doit faire reculer la République devant ses responsabilités de protéger l'intégrité territoriale congolaise. On doit organiser notre armée, on doit s'armer davantage, on doit mobiliser la population comme un seul homme. Il faut une forte mobilisation. C'est comme ça maintenant, moi je ne suis pas de ceux qui profitent de ce genre de situation pour commencer à réclamer un dialogue. Un dialogue avec qui? C'est quelqu'un qui nous agresse. Il voulait même dire si vous avez besoin de Kivu, les Goma, vous devez accéder à mes conditions. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le dialogue? Le dialogue, nous voulons bien, il est permanent, les Congolais. Nous avons affaire à un chef de l'État qui est démocrate par définition, qui ne refuse pas le dialogue. D'ailleurs, j'ai vu certains politiques avec lesquels il a pris langue, dont notamment Martin Fayoul, que je salue en passant, avec tous ces lieutenants de Voskitoko et les autres. Ça, ce sont des patriotes. Parce que même dans leur rhétorique, ils n'ont jamais été d'accord avec ce que Rwanda fait. Mais pas les autres politiciens qui sont les instruments de Kagame. On pille dans votre pays, on tue. Vous encouragez le gars parce que simplement vous voulez vous positionner. Donc nous voulons utiliser tous les canaux. La mobilisation générale de la population. Les nombres, c'est une puissance. La Chine s'est développée très rapidement sur tout le plan, qui a devenu aussi une grande puissance militaire parce qu'il y a les nombres aussi là-bas. Les États-Unis ont les nombres. En Afrique, nous avons les nombres. Mobilisons les Congolais. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas laisser passer les discours démobilisateurs de certains politiciens. En situation de guerre, il y a le discours qu'on ne tient jamais. On vous blague comme ça, on vous arrête. On ne peut pas le faire. Là même dans chez ce domaine-là, tu es tué. Le pays est agressé.
à la vue, en face du monde entier. Maintenant, il n'y a plus personne qui s'en cache. Plus personne, même Kagame lui-même ne s'en cache plus. Et vous profitez des situations où vos compatriotes sont en train de tomber pour réclamer le... J'ai entendu même un pseudo-politicien là qui se dit même prêt à inviter la population à marcher parce qu'Étienne Tshisekedi ne veut pas organiser le dialogue. Félix Tshisekedi plutôt. Bon. Il incarne le nom d'un grand. Oui, oui. Alors, quand j'ai suivi ça, j'ai trépigné, je voulais m'arracher les cheveux. Devant une guerre aussi injuste comme ça. Avec les Congolais, pas le format de dialogue qui inclut les Rwandais qu'on doit réinjecter dans les institutions pour affaiblir l'État. On en est là à cause de ça. On en a connu combien de dialogues depuis la table ronde de Bruxelles. Qu'est-ce que vous craignez concrètement pour les dialogues? Je sens beaucoup, il y a même un bloc anti-dialogue qui dit qu'il faut se battre au lieu d'aller au dialogue. Et vous, apparemment, vous êtes aussi dans cette vision-là. Vous craignez quoi? Je ne suis pas opposé catégoriquement à la tenue du dialogue entre les Congolais. D'ailleurs, je salue, j'ai besoin qu'ils soient arrivés à un moment donné à un dialogue avec les Congolais amoureux de leur pays, qui ont besoin que ce pays puisse se maintenir dans ses frontières héritées de la colonisation. Mais ce que je ne veux pas, c'est le dialogue avec les instruments du Rwanda qui viennent avec le cahier de charges du Rwanda. Les instruments du Rwanda, bien évidemment. Quand vous prenez les groupes armés, lorsqu'ils vous amènent le cahier de charges, vous les avez vus à Doha. Quand ils partent avec quel cahier de charges? Le cahier de charges du Rwanda. Lorsque nous étions à un pas de la paix en Angola, mais quand Kagame s'est rétracté en dernière minute, il a dit quoi? Ils allaient d'abord négocier avec M23 qu'on l'associe. M23 qui amène le cahier. Ça prouve que ce sont ses instruments. Ils sont à son service. On n'a plus besoin de réfléchir, d'avoir un gros cerveau comme les savants grecs pour comprendre ce qu'ils sont. Tout le monde comprend que ce sont les instruments du Rwanda. Donc quand vous allez injecter ce genre-là, bon, la finalité de ce type de dialogue, nous l'avons vu depuis Santi. C'est quoi? Voilà, faisons la paix des braves. Mettons les gens dans les institutions. Vous allez prendre les gens du Rwanda qui viendront ici commencer à manipuler. C'est presque tout le monde qui dit qu'on a fait autant d'années que le Rwanda est en train de diriger le pays. De quelle manière? On a un pays affaibli à cause de ça. Maintenant, vous avez un chef de l'État qui se bat, comme un serpent dans le feu, pour redonner la dignité aux Congolais, mon frère. Le dialogue, on en a besoin, pas ce dialogue-là, où on va faire la prime à la guerre. Imaginez-vous, nous avons vu les amis qui étaient ici. Il y a une triste nouvelle, parce que la mort d'un Congolais, même s'il est dans l'autre camp, ça nous fait toujours mal. Je viens d'apprendre qu'un journaliste est tombé là-bas. Il est allé là comment? Alors qu'il était ici, on m'a dit qu'il était dans les cabinets ministériels ici. Il vivait bien. Il est allé pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est à côté de ceux qui prennent l'arme, qui tuent les Congolais, on finit par négocier les mains dans les institutions. Donc si on commence comme une telle aventure, de faire la prime à la guerre, de faire le dialogue avec ces tueurs qui ont déjà le sang des Congolais, des innocents, des enfants, des femmes, sur leurs pommes de main. Vous les remettez dans les institutions. Mais les autres vous observent. Une fois frustrés qu'ils n'accèdent pas au pouvoir de l'État, ils vont aller dans les montagnes et les gens pour les alimenter sont là. Les gens comme les Kagame sont là. On ira de guerre en guerre. C'est comme ça que nous voulons un dialogue assaini avec les pacifistes, avec les amoureux du pays. Et là, j'interpelle le prélat. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et ce sont des gens qui ne devraient pas se compromettre. Parce que même quand il y a des tueries comme ça, je les attends avec les discours de condamnation, même de Kagame, qui a renoncé au dialogue, aux accords qu'il a pourtant entérinés en face des caméras du monde entier. Sans que rien n'explique cela. Il a commencé à larguer les bombes. Et vous avez vu les enfants, les gens dont les jambes sont broyées. Les bombes larguées depuis Kigali. Il y a maintenant la nouvelle technologie, la localisation. Tout le monde, même les grandes puissances, voient combattre Kagame. Ils s'en cachent pas. Les bombes larguées depuis chez eux là, qui tuent les Congolais, qui rasent des villages entiers. Les bombes larguées depuis là-bas, maintenant il intensifie la guerre, il étend l'expansion de la guerre jusqu'au Burundi. Vous voyez? Alors vous allez vous fermer les yeux, le prélat, donc les serviteurs de Dieu, les chefs d'église. Vous appelez toujours au dialogue. Vous appelez au dialogue, et ces dialogues-là, selon leur format, ils ne veulent pas que tu dois être voir Kagame. Ils veulent que ces instruments viennent, ils viendront avec quel cahier de charges. Hypothéquer encore la souveraineté nationale pour que nous puissions avoir un pays toujours affaibli, pendant qu'on a un président qui doit être soutenu par tout le monde pour que nous puissions en découdre avec cet homme-ci. Parce que Kagame est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle les douleurs d'enfant. Pour nous.
C'est infinissant celui-là. Il sait qu'il est finissant. En tant que paranoïaque, il veut mourir avec tout le monde. Vous voyez, vous ne pouvez pas larguer l'humanité entière et détruire. Le chef de l'État que nous avons, c'est un pacifiste par définition. Il a fait tout ce qu'il faut faire. Les accords, on les cite. Et parce qu'on a... Et là, je reviens à la question que vous avez posée il y a tantôt. Qu'est-ce que moi je dis par rapport à ceux qui pensent que ces accords-là qui sont signés ne seraient pas avantageux à la République? Restent fragiles. Fragiles. Et font planer l'incertitude. Donc, il faut noter qu'il n'y a pas que les accords de paix qui ont été signés. Il y a aussi les accords de partenariat stratégique. Comme on les signe avec beaucoup de pays à travers le monde, on les a signés aussi avec la toute puissante Amérique, les États-Unis d'Amérique. Les accords sur le plan économique, les accords sur le plan militaire, et c'est très important pour nous, au lieu de laisser nos minéraux stratégiques être pillés par ceux qui les pillent, parce qu'on ne s'en sert pas tellement. Il faut un partenariat d'extraction de ces minéraux-là de manière contrôlée avec la traçabilité pour qu'en contrepartie, la République gagne aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire. Nous devons y aller graduellement parce qu'on a une armée qui a été piégée. La construction de l'armée demande de moyens et du temps. Et puis la collaboration avec le grand. Que le chef de l'État est dans ces cas-là, parce que n'oubliez pas que ce qui nous arrive, la force du Rwanda avec tous ces gens qui nous agressent, vient de ces puissances-là, vous savez. Ça vient de là. Oui, mais ça vient de là. Alors, il faut aller à la source. Mais l'espoir était que nous sommes allés à la source, bien sûr, mais avec la prise du virage, ça illustre, qu'est-ce qu'on peut dire, une trahison des États-Unis ou une contradiction dans ce qui devait être fait, ou comment vous analysez ça? Non, nous devons être cohérents. Nous ne devons pas attendre que les États-Unis viennent avec leur armée pour écraser le Rwanda. Les accords qui ont été signés, même jusque-là, qu'est-ce qui vous dit que les États-Unis et les autres puissances qui nous accompagnent ferment les yeux pour voir jusqu'où Kagame ira, afin qu'on le prenne maintenant, très bien, sans prétexte. Parce que maintenant, il a défié le monde entier. C'est vrai que nous sommes un pays totalement dérangé, totalement détruit, et que nous sommes impatients, nous avons besoin de résultats en un jour. Il y a des situations qui demandent la patience. Ce qui est en train d'être fait là va produire les résultats. Ce que vous avez vu, même la gestuelle de Trump, tu as vu l'admiration qu'il a pour notre président. Même la gestuelle va vous renseigner quelque chose. Ils ont observé de près que c'est un président, un grand leader panafricain, au cœur de l'Afrique, avec lequel il faut compter. Et ce qui est arrivé là, la chute d'une ville n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le pays qu'on a pris, ils prendront jamais ce pays. Même alors, vous ne savez pas ce qui va arriver dans quelques instants. Je vous ai dit qu'une guerre que l'on mène chez vous, avec une armée qui vient décider de venir tuer chez vous pour qu'on vous impute ça, ça vous affaiblit. C'est comme ça que notre armée, de temps en temps, a tendance à reculer, parce que ces gens-là viennent, m'en fous, parce qu'ils ne sont pas chez eux, pour raser le village. Mais ils ne prendront pas ce pays, ces géants petits continents. Qu'est-ce qui empêche notre armée ou à notre pays d'attaquer aussi le Rwanda? Donc, on est sur la voie de la paix, on a signé les accords, mais lorsque l'autre viole ces accords, et puis il attaque, il utilise la bombe, les armes, nous avons aussi la bombe, nous avons les armes. Pourquoi lui attaque à gauche, nous attaquons aussi à droite dans son pays? Qu'est-ce qui empêche? Vous voyez, c'est des questions qui relèvent des stratégies de défense. C'est des questions auxquelles moi je ne peux pas trouver de réponse comme ça. Parce que c'est facile de dire attaquer, entrer dans le Rwanda, etc. Avant d'attaquer, il faut affaiblir le Rwanda. C'est le travail que tu vois ici sur le plan diplomatique. On va y arriver. Je vous ai dit que nous avons les nombres. Si on dit simplement qu'un seul Congolais tue un seul Rwandais, on va terminer tous les Rwandais, mais nous serons toujours dans des centaines de milliers. Si seulement on parle des nombres, un seul Congolais tue un seul Rwandais, ils vont rester chez eux. Les mêmes puissants du monde vont dire hégémonie, tout ça, parce qu'on voit, ils sont moins nombreux. C'est des gens qui avaient, comme je l'avais dit dans une de mes émissions précédentes, c'est des gens qui avaient réussi à bien vendre leur génocide. Ils ont suscité l'apitoiement, la pitié du monde entier sur eux. Il faut du temps pour qu'on comprenne qu'on a affaire à un criminel, on a affaire à un paranoïaque.
Et il fallait une diplomatie agissante pour expliquer les nations. Et nous en sommes déjà là, parce que les nations ont compris. Vous allez voir ce qui va arriver. Moi, je suis convaincu que le Rwanda ne pourra pas résister. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Notre armée est en train de s'organiser. Et le problème, c'est que le gros des officiers qu'on a connus, c'est des officiers qui sont venus de brassage, de mixage, etc., dont la plupart ont été au service du Rwanda. C'est ce qui a affaibli notre pays. Il ne faut pas qu'on puisse avoir un discours de démobilisation, de dénigrement de notre armée. C'est le discours que les mêmes individus sont en train de tenir. Quand ils savent que vous êtes faible pendant ce temps ici, on vous dit attaquez, attaquez, parce qu'à un moment donné, on va vous prouver que vous êtes limité et puis on commence à se moquer de vous. Mais le chef de l'État a utilisé la puissante armée diplomatique qui a déjà produit les résultats. Ce n'est pas pour rien que le monsieur s'est révolté dès qu'il est rentré chez lui. Parce qu'il a vu que ces accords-là ne étaient pas avantageux. Le chef d'État n'a pas signé les accords pour brader les minéraux comme les mauvaises langues au service de l'étranger sont en train de véhiculer. C'est des accords intelligemment étudiés qui vont procurer beaucoup d'avantages à la République et qui nous aideront dans un proche avenir à avoir une armée redoutable pour jouer maintenant notre rôle de locomotive en Afrique. Donc on doit continuer à faire confiance à ces accords. Il faut faire confiance à cet accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que pour l'accord économique dont vous avez parlé, le président n'aurait dû pas signer avant de demander aux États-Unis d'imposer au Rwanda de retirer d'abord ses troupes. Parce que c'est un accord qui est à notre avantage. Et donc, il y en a qui estiment qu'avant de signer, ils devaient demander aux États-Unis de demander au Rwanda de retirer ses troupes. Mais les mêmes gens qui parlent comme ça, ils savent que le chef de l'État a présenté cette condition-là plusieurs fois. Même sur la langue du président américain, immédiatement après les accords. Mais il a parlé du retrait des troupes du Rwanda, de notre pays. Et on a pris. Mais le mal, c'est que ce n'était pas une condition, comme une clause dans l'accord. C'est comme ça que moi j'ai eu l'impression que c'était aussi ça, la faiblesse de cet accord. Cet accord devait assortir un peu des clauses, des contraintes. Parce qu'on a affaire à quelqu'un dont le profil est déjà connu. Il ne respecte pas les accords, il fallait les contraindre. Mais nous ne pouvons pas obliger les États-Unis à le faire brutalement suivant notre agenda. Ils ont leur agenda. Parce que là, on les a défiés à travers le monde entier. Vous pensez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Il va y avoir des réactions aussi. Nous ne savons pas de quelle nature, mais il va y en avoir. Mais dans l'entretemps, nous-mêmes aussi, nous devons continuer à jouer, à faire confiance à notre armée, à la réorganiser, à l'équiper. À l'équiper. Et c'est comme ça qu'il faut que nous puissions signer ce genre d'accord. Parce qu'on ne peut pas avoir, parce que hier, vous avez parlé des accords de nos minéraux. Mais hier, les minéraux, c'est pas quoi. Ces minéraux ont été pillés avec les accords bidons, avec certains partenaires, vous le savez. Mais ça enrichit les individus qui sont devenus les milliardaires, individuellement. Ces accords ne servent même pas, même l'espace Katanga lui-même, qui a des minéraux stratégiques. Et quand vous y allez, vous voyez comment les gens souffrent. Ça n'a pas servi à la République. Maintenant, nous voulons le partenariat profitable à la République. Et c'est le chemin dans lequel le président de la République se trouve maintenant. Et c'est derrière le minerai stratégique que nous allons voir ces accords et qui vont nous permettre également de mettre en place une armée redoutable. Et ça va venir. Ça va venir. Moi, j'y crois fermement. Qu'est-ce qu'on va gagner concrètement dans l'accord économique? Économiquement, nous allons voir beaucoup d'entreprises qui vont ouvrir dans le pays parce qu'on vient pour l'extraction de minéraux. Et il y a même une dimension de transformation de certains de ces minéraux au pays. Les industries de transformation, pour leur fonctionnement, il faut des ressources. Parmi les ressources, il y a les ressources humaines. Le personnel ne viendra pas de l'extérieur. Les Congolais vont avoir l'emploi. Et quel emploi? Quel emploi? Ça c'est de un. De deux, les minéraux, lorsqu'elles sont tracées, ne sont plus volées par le Rwanda comme c'est le cas. Elles sont exploitées dans la transparence. Nous gagnons en capital, nous gagnons en argent. Vous allez voir que si ces partenariats évoluent, demain on aura le budget même de 100 milliards. Grâce à ça, c'est de l'argent qui est là-bas. Donc on aura aussi bien les emplois, aussi bien les entreprises, aussi bien les biens qui seront produits chez nous ici, comme les batteries, etc. Sur place.
Mais également, on va engager le personnel congolais, on va les former ici. Il y aura les usines de transformation, il y aura les institutions de formation du personnel ici. Et nous aurons du liquide. Nous aurons les infrastructures. Quand ils installent les minéraux dans les fonds Katanga, chez nous, là-bas, il faut de bonnes routes, parce qu'on en aura les moyens avec les partenaires fiables. Le pays sera un pays fréquentable à tout point de vue. Nous aurons des infrastructures scolaires qui vont accompagner tout ça, des infrastructures de santé, etc., qu'on va construire parce qu'on en aura les moyens. Donc il y aura beaucoup de retombées sur le plan économique. Si jamais on arrive, et justement, on a déjà signé ces accords-là, je crois que les États-Unis qui veulent venir investir des milliards dans ce pays n'accepteront pas que la bêtise là continue. Ce que Kagame fait là, sur le plan psychologique, il livre ses dernières armes avant de capituler. Et je le sais que c'est comme ça. C'est comme on dit là, c'est une posture de dialogue, comme on réclame le dialogue. Il monte les enchères pour affaiblir Kinshasa, afin de l'obliger à négocier avec ses instruments, afin qu'il puisse toujours avoir au moins les gens par lesquels il passera pour contrôler. C'est une posture, donc c'est quelqu'un qui est déjà diminué sur le plan psychologique, quand vous le regardez. Vous ne pouvez pas signer un accord comme ça, moins d'une semaine après, vous tuez les gens. Et même le même jour, pendant qu'on était là, il larguait les bombes. C'est un paranoïaque. Vous ne me direz quand même pas que les États-Unis d'Amérique peuvent être aussi hypocrites comme alors, ça. Pour répondre à ça, pour encourager ces gens. Les États-Unis ont appelé le Conseil de sécurité en urgence pour pouvoir tabler sur la question. Est-ce une voie d'espoir pour ça? Parce que nous avons vu que le Conseil de sécurité a déjà signé, adopté la résolution 2773 qui imposait au Rwanda de pouvoir quitter le sol congolais, d'arrêter les hostilités et pouvoir... Alors, et le Rwanda a tout rejeté, il continue à retirer ses troupes, il continue à prendre des villages. Est-ce que la voie utilisée par les États-Unis peut encore redonner l'espoir? Mon frère, ça va prendre au Conseil de sécurité qui a déjà pris une résolution. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous voyez comment vous le rappelez là? Vous voyez un Kagame de ce petit Rwanda là défier toute l'humanité. Je vous dis qu'il est à la fin. Il est à la fin. Et nous mettons la communauté internationale devant ses responsabilités comme le dit là. Les Nations Unies, les rapports qui ont mis en évidence les rôles déstabilisateurs avérés de ces sorciers de Kagame. Ils vont encore siéger pour prendre encore des résolutions. Et vous pensez que ça va demeurer comme ça jusqu'à l'infini? C'est la fin de Kagame qui est en train de venir. S'il ne comprend pas ou bien qu'il ait choisi la voie suicidaire pour lui, et c'est la voie là, parce que vous ne pouvez pas défier l'humanité entière, mon frère. La preuve de bonne foi de ce pays par notre président de la République, c'est passe de tout commentaire à travers le monde entier. Et vous défiez l'humanité entière. Il défiait les autres, maintenant même les Amériques, sur lesquels il fondait sa force avec les démocrates. Il les a défiés. Le Conseil de sécurité va siéger, il va encore condamner. Et vous pensez que ça restera indéfini? Non. Il y a une fin pour le Kagame qui est en train d'arriver. Et nous devons aussi travailler à l'interne. Il y en a qui pensent que Kagame c'est un élément des États-Unis. Pourquoi tout ce qui est fait là, c'est comme de la poudre aux yeux pour les Congolais. Et c'est un avantage au Rwanda. Et comme il est même associé dans l'accord sur les minéraux là, il va profiter. Tout est fait pour l'avantager au détriment des Congolais. Kagame n'est pas le seul chef d'État à avoir bénéficié de la protection des États-Unis. Nous, à un moment donné, nous avions eu le maréchal Mobutu qui bougeait en Afrique ici. Même Kadhafi, là, il avait eu pour son compte à un moment donné. Parce qu'à ce moment-là, le maréchal bénéficiait de la protection également des États-Unis. Et vers la fin, il y a vu l'humiliation qu'on lui a fait subir. Ces États-là, mon frère, ne fonctionnent qu'avec les intérêts. Maintenant, avec l'organisation du pays, ils ne vont plus continuer à vivre de la prédation indéfiniment avec ce gars. Et même lui-même, les comportements qu'il a multipliés dans sa paranoïa a déjà affaibli les Américains. Il n'est pas le seul à avoir été, même
on a vu comment même les gens qu'ils ont protégés longtemps finissent. Vous avez vu également en Irak. Comment ça finit? À un moment donné, on disait que le président irakien était le plus fort, avec une armée redoutable, tout le monde en avait peur. Mais quand on dit que le temps a fini, on vient vous prendre comme une souris. Mais lui maintenant, tu crois que ce qu'il fait là, il le fait avec la bénédiction des États-Unis, c'est faux. Il a eu à jouer ses rôles là, après qu'on a affaibli Mobutu, il est parti, le pays a été déstructuré, Moussé est arrivé, il a tenté de commencer à se réorganiser pour reprendre en main le pays, ils l'ont tué par le même individu là, et depuis nous sommes sous le contrôle de ce pays. Maintenant vous avez vu Fatou Moukishiki qui est allé patiemment, intelligemment, on le prenait comme un inutile qu'il fait. Et maintenant, il a prouvé que c'est un puissant leader à l'Afrique sur laquelle on fait. Et qui n'est pas là pour gêner les voisins. Qui est là pour une coopération avantageuse dans la sous-région et à travers le monde. C'est un pacifiste. Et je ne vois pas Kagame tenir longtemps parce que 30 ans, c'est trop, c'est suffisant. Et maintenant, je ne vois plus ce qu'il va garantir aux États-Unis d'Amérique parce que cette guerre-là ne s'arrêtera plus jamais. Ce n'est pas tous les jours avec des bombes qui viendront voler avoir encore de quoi alimenter les Américains. Les Américains ont besoin de venir dans la transparence parce que nous leur avons ouvert les portes. Kagame ne sera pas très fort. C'est une rhétorique, c'est un discours que je n'aime pas que les Congolais puissent introjecter dans leur appareil psychique. Il ne faut pas créer une fausse peur d'un monsieur qu'on peut cueillir comme ça, qui ne peut pas faire le poids. On ne peut pas tuer les innocents comme ça des années, tout le monde plaît, vous pensez qu'il sera fort toute la vie, non. Maintenant, il a la fin. Il a la fin. Moi, j'en suis convaincu, il a la fin, parce que toutes les nations du monde qu'il a provoquées là, dont il se moque, vont s'organiser pour trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas le seul capable de diriger le Rwanda. On peut trouver quelqu'un d'autre qui vient aussi avec une autre approche, pas une approche belliqueuse comme ça. Parce que derrière la guerre, les États-Unis d'Amérique, on les connaît quand même comme les puissances qui procurent la paix à travers la mort. Avoir cette étiquette-là, ce n'est pas bien, parce que maintenant le président Trump qui est là, il est d'une autre dimension. Le président Trump avait déjà commencé à chanter que la paix est revenue au Congo, et il a calmé la situation entre le Rwanda et à la question de la journaliste russe, il a dit c'est pour bientôt les retraits des troupes. Mais pour bientôt, on prend... Oui, c'est comme ça que je vous dis qu'attention. Pour bientôt, mais on prend Ouvira. Oui, mais on prend Ouvira. Attention, mon frère, ami, attention, même quand il prend Ouvira là, pour combien de temps il va prendre Ouvira? Non, mais on a même en diplomatie. On a pris Bunagana. On pensait qu'on allait terminer. On est allé à Rutshuru, on a pris Sake, on a pris Masisi, et puis Goma, après c'est Bukavu, et maintenant on est en train d'aller. Vous ne pensez pas qu'il faut agir autrement que d'espérer que les gens... Mais autrement maintenant, réfléchissons bien. Autrement c'est quoi? C'est capituler. Vous allez demander aux géants Congo de capituler devant un assassin qui est entré dans votre maison. Non, moi je ne dis pas... Agir autrement, parce que c'est ça le discours des amis de l'autre camp là. L'autre, agir autrement signifie armer les Congos, populariser la guerre. Attention, oui, nous en sommes capables. Populariser. Non, attention, je vous ai dit qu'il y avait d'abord une approche diplomatique qu'il fallait conduire jusqu'à son terme. Et nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes arrivés à son terme. N'est-ce pas? Donc on vit de tout ce qu'on a dans notre gibecière diplomatique comme artillerie diplomatique. Mais le chef d'État l'a prouvé. Le monsieur, il y en a qui pensaient qu'effectivement Kagame avait raison. C'est une guerre congolo-congolaise, etc. Il fallait une diplomatie de haut niveau. Et on en est arrivé. Le reste là, c'est une question de temps. Moi je ne suis pas défaitiste. Je suis optimiste parce que je connais, vous voyez ce Rwandais là, entrer dans les bourbiers congolais à Kinshasa encore. Ils opèrent dans la périphérie où ils ont des complicités. Où ils larguent les bombes à partout, leur armée vient en appui, en masse, dans la périphérie. Vous les voyez entrer, traverser le Congo là, passer chez les Bassongi là, passer le Kassai et venir à Kinshasa. Encore maintenant. Hier, son musée, c'est parce que, à l'arrivée des musées, c'est parce que mon bout était fatigué. On était faible. Rappelez-vous, d'ailleurs à l'époque, à chaque prise d'une ville, on dressait le drapeau de l'île de Perse. Vous voyez comment les gens qui avaient fait, pas le même type là qui venait avec eux. Parce que tout le monde en avait marre, on disait bon, Mobutu en a fait un peu trop, c'est devenu fatigant, il ne contrôle plus rien, il n'était pas.
Maintenant, avec un Congo qui est debout, qui n'aime pas qu'on touche à sa terre, vous pensez que cette soldatesque rwandaise va entrer dans le bourbier congolais, exterminer tous les Congolais, prendre le pouvoir? Mon frère, enlevez ça de votre appareil psychique. Ça n'arrivera jamais. D'accord. Alors, On perd dans la périphérie et puis on va les contrer là. Vous avez parlé, vous avez dit quelque chose de bon ici. Vous avez dit, face à la situation, Goma, Bukavu, Vira, il faut populariser. Exactement. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà pourquoi je suis sur ce plateau. Ça, c'est le rôle de vous, les communicateurs. C'est le rôle de nous, les leaders de la société civile, de l'enseignant à l'université, des chefs d'église dans les églises. Nous devons avoir un discours de révolution. Nous n'allons pas faire la guerre à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est dans votre maison qui vient s'en prendre à ta femme et tes enfants. Et toi, tu es là pour crier au secours ou te plaindre. Nous devons commencer par préparer le terrain de la mobilisation. Avec un discours, une rhétorique de sophistes, pour ainsi dire. Un peu à l'image des discours qui véhiculaient à l'époque le professeur Kalelo. Nous avons besoin de ces discours-là parce qu'on est en train de nous prendre le pays comme ça. Les gens s'amusent parce qu'ils ont besoin de se positionner au pouvoir. On a un chef de l'État qui a besoin du soutien de tout le monde. Chacun, ce qui le concerne, doit commencer à mobiliser la population. Il faut un discours pour que même ceux qui encouragent ces gens-là comprennent que les Congolais ont beau souffrir. Maintenant, ça n'est trop, il faut arrêter. Mais le discours, on attend que les chefs non, les chefs donnent l'impulsion. L'ego. Vous pensez que le chef ne donne pas l'ego. Vous n'avez pas suivi son adresse au Congrès, à la nation. Ils donnent l'ego. Pour parler de la grandeur du pays, mais il y a les mots qu'on ne communique pas comme ça. C'est comme je vous avais parlé de secret défense. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais nous, en tant que citoyens, le chef d'État doit être soutenu. Dans notre discours, partout où nous sommes devant, commencer à dire aux Congolais que ne laissez pas un Rwandais venir diriger ce pays, nous contrôler. Partout, jusqu'à l'intérieur, là, les campagnes doivent commencer. On doit populariser cette guerre. Et quand ils vont oser, ils veulent entrer dans les Tanganyika là, on coule tous les bateaux là. On surveille cette histoire. Il ne faut pas laisser un discours défaitiste. C'est ça le poison rwandais. Ils veulent inoculer la peur dans les esprits des Congolais. Ils ont les gens qu'ils ont infiltrés là-bas, qui jouent ces rôles-là dans les médias en ligne. Nous avons une armée, nous avons les nombres, nous avons les moyens. Nous sommes un pays souverain qui n'a agressé aucun autre État. Nous ne pouvons pas capituler. Il faut un discours mobilisateur de la population. Alors, et moi, je fais ma part. Vous devez faire la vôtre. La presse, tout le monde. Pas des collabos, des pseudo-opposants qui attendent que les gens meurent pour qu'ils se retrouvent au pouvoir. Des individus comme ça, un discours de mobilisateur, pendant ce temps, on mérite même d'être arrêté. Et là, je suis derrière les services de sécurité, tout ça déployé. Les gens dorment dehors, notre armée est là en train de se battre. Et les gens s'amusent comme ça, en train de blaguer pendant qu'on est en train de vouloir nous arracher le pays de nos ancêtres. Il faut avoir un discours mobilisateur, un discours d'une agressivité saine, pour ainsi dire. L'agressivité saine, qui ne consiste pas à attaquer quelqu'un injustement, mais qui consiste à se défendre. Parce qu'on est en train de nous rentrer dedans. Mon frère, j'ai même une colère saine qui remonte dans la tête. Revenons un peu sur les discours du chef de l'État. Vous avez vous-même participé à cette cérémonie, à cette manifestation. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans tout ce qu'il a dit une année après? Ce qui m'a attiré dans ce discours, c'est la fermeté de l'homme. Un président ferme. Il pouvait parler comme Mobutu, comme un poignardé dans les dos, avoir un discours défaitiste. J'ai senti un leader mobilisateur dans un discours où il a ramassé tous les aspects de la vie nationale. J'ai noté également qu'en dépit de l'agression, de la guerre injuste nous imposée, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de Fachi Moutoumobichi, a engrangé beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Même vous êtes témoin, vous avez fait le déplacement de l'intérieur. Hier, on s'est moqué de Boujima. J'ai vu des infrastructures terribles. En dépit de la situation chaotique dans laquelle on se trouve du fait de la guerre. Et vous sentez qu'il a le pays entre Il a le pays entre ses mains. Vous n'avez qu'à voir même le conseil de ministres depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là, le pauvre ne dort pas. On vous compte même le nombre de conseils de ministres. C'est un infatigable travailleur. Un lion qui est dans tous les fronts. Donc quand il a commencé à rappeler ce qui est fait jusque-là, parce que souvent on ne fait pas attention, j'étais tout fier. J'étais tout fier.
Quand il a parlé un peu des universités, regardez, les Belges nous ont laissé avec des vieilles universités qui étaient dépassées par la demande sociale. Maintenant, on en a des bijoux. Même au cœur, il a même cherché à démocratiser le savoir. En ramenant l'université au centre du pays où on n'en avait pas, tout le monde venait vers la périphérie. Soit on est à Lubumbashi, soit à Kisangani, soit à Kinshasa. Maintenant, il démocratise le savoir. Jusqu'à installer des grandes universités, les pôles d'attraction, les pôles de développement au centre du pays. On en a parlé encore à Boune, où il y a encore une grande université qui est en train de s'élever. Et peu partout, à travers le monde. Oui, mais nous sommes à l'IPEN, mon institution d'enseignement. C'est un bijou qui est là-bas. Quand je me déploie dans les cours, je n'ai rien envie à celui qui donne cours au Canada. Donc pendant tout ce temps-là, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire. C'est vrai que les besoins sont tellement immenses qu'on ne peut pas tout faire à la fois, mais le discours m'a rassuré quand il rappelait les réalisations de l'homme et les perspectives d'avenir. C'est à quoi il pense. Il y en a qui et si ça ne dépendait que de moi, qui ne s'est pas investi dans l'armée, mais les bilans, attention, il est contraire. Il est contraire. Dans l'armée, on a beaucoup de pensées. Nous avons souffert du fait de la traîtrise des infiltrés rwandais au sein de notre armée. Ça, vous le savez. Mais ce n'est pas aussi un jour conforme, un major, un général, etc. Il faut du temps pour former l'armée. Et vous formez cette armée-là, les unités combattantes sont déjà en train d'être formées. Ils sont terribles. Hein? On a des unités combattantes qui se conforment tous les jours qui passent, en silence, même à travers le monde. Mais les chiens de commandement, c'est là où il y avait beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y en a aussi des officiers qui sont patriotes, qui aiment le pays, mais ils sont au nombre de combien? Qu'est-ce qu'il attend pour nettoyer? Ça fait longtemps qu'on parle de l'infiltration, ça fait longtemps que l'on parle de la traîtrise, de la corruption, des antivaleurs au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'il attend, lui, en tant que commandant des forces armées, pour épirer, pour nettoyer et laisser les vrais patriotes qui peuvent se battre et gagner la guerre? Mais moi, je crois qu'il y a même la sélection naturelle qui est en train de s'opérer. Il y en a beaucoup. Le nettoyage est en train d'avoir lieu à travers les mises en place. Il y a eu beaucoup de mises en place qui ont été opérées au sein de l'armée. On sent que vous êtes nationaliste. Alors, par rapport à l'Oman et à l'Ubaou, dans le discours, est-ce que vous pouvez trouver? Bon, mon frère, je ne peux pas vous mentir. Dans ma proximité, dans mon environnement proche, j'ai enregistré le plaintes des compatriotes ressortissants de cet espace, la province de Roumanie, qui se plaignent parce que dans la réalisation alignée par le chef de l'État, du moins là où on a déjà inauguré les ouvrages éclatants, nous n'avons pas encore vu cela se faire dans notre province. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le chef de l'État est attentionné sur la province de Roumanie, en particulier le Baou. Là, parler de la nationale numéro 2, dont les travaux auraient déjà commencé. Moi, je n'ai pas encore voyagé là-bas. Dont les travaux auraient déjà commencé. Et cette nationale numéro 2 là, c'est la route principale qui va relier Mbujimaï de Kabine de Lubao jusqu'au Maniema. La route principale qui va désenclaver notre population. Parce que comme je l'avais cessé de le dire, la plus grande demande que j'ai toujours formulée, c'est d'abord les infrastructures routières. Parce que les gens sont enclavés. Jusqu'au moment où je vous parle, dans ma province, il n'y a même pas un mètre d'asphalte. Mais je ne vais pas trop me plaindre parce qu'il n'y a pas que moi. Et le chef n'a pas dit. Oui, il ne l'a pas dit, malheureusement. Le chef a suivi un député qui se plaignait dans son discours face à la première ministre que dans les médias on parle d'une route qui est en construction entre Mbujimaï et Kabine. Mais on ne voit pas ça. C'est comme ça que je me suis exprimé au conditionnel. Parce que nous voyons dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux que ça. Oui, oui. Et là, nous interpellons les gens parce que je ne peux pas faire tout à la fois. Moi, je suis un homme positif. Je sais positiver les choses. Le pays est tellement détruit que ce n'est pas un jour qui va tout faire. Nous l'interpellons parce que nous sommes aussi du même espace là qui a été abandonné par les gouvernements précédents. Même le gouvernement de Kabila avait abandonné cet espace. Maintenant, on s'est dit, voici les gouvernements
avec un président qui est le nôtre, que nous avons voté aussi à la soviétique. Ne l'oubliez pas. Il nous avait fait les promesses de campagne. Comme il a fait aussi beaucoup de promesses qu'il a tenues, il les a tenues. Et ce qu'il a fait ailleurs, je sais qu'il le fera aussi chez nous. S'il ne l'a pas fait hier, il va le faire aujourd'hui. Vous avez même le projet le programme de 145 territoires. Il y avait un certain nombre d'écoles dont les constructions avaient déjà été démarrées. Jusque-là, à ma connaissance, aucune n'est inaugurée chez nous. C'est le problème. Mais il semble que l'argent... Non, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit en son temps quand j'ai critiqué Kabila. On me parle de détournement. Lorsque un chef vous donne l'ordre d'ériger une telle infrastructure dans un tel coin et que vous ne le faites pas, mais on se doit de vous arrêter. Ces individus-là qui sont en train de torpiller les chefs de l'État, même dans notre environnement immédiat, parfois c'est avec la complicité de nous-mêmes que ces gens de détournement s'opèrent. On sort l'argent, ailleurs on voit les constructions. Mais chez nous, vous avez trouvé la brousse partout. On a démarré une histoire inachevée, abandonnée. Partout on inaugure. Qu'est-ce qui se passe? On vous dirait on avait donné l'argent à telle entreprise et qui a dit que s'il n'y a pas le moyen d'y accéder avec le... Il y en a même des endroits où on me dit qu'on aurait construit avec le brick en terre. Parce qu'il est incapable d'amener le ciment là-bas étant donné qu'il n'y a pas de voie pour... Vous voyez un peu la difficulté que nous avons avec l'enclavement terrible. Et ça c'est vrai parce que moi je vous avais dit à l'époque, j'ai construit. J'avais souffert pour avoir le ciment de Moujima jusque dans mon village natal, à Doualabansango. J'avais souffert, c'est avec des vélos. Et comme jusque-là, rien n'est fait, même sur le plan du cantonnage manuel, que j'ai toujours réclamé auprès des gouverneurs qui se succèdent, rien n'a jamais été fait. Donc, à cause de cet enclavement-là, les détourneurs ont profité pour nous abandonner. C'est aussi l'occasion de véhiculer ce message pour que les chefs nous entendent. Ces électeurs de Kabinda, de Lubao, attendent aussi ce qui est en train d'être la révolution qu'il y a partout là, c'est faire aussi chez nous. Nous sommes les bénéficiaires comme tout le monde. Surtout nous qui avons cru en cet homme-là, avant que personne n'y croyait. Vous êtes témoins comme moi. Avant même que, dès le premier mandat, on a cru à Moukichi. On doit penser aussi à chez nous. Parce que là, nous aussi en tant que leaders, on dit, vous ne parlez pas, vous ne sensibilisez pas. Ailleurs, on voit les choses. Le développement n'arrive. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à nos téléspectateurs? Le dernier message que je voudrais adresser aux téléspectateurs, aux compatriotes congolais, nous, Congolais, nous ne tenons pas debout. Nous risquons de sacrifier nos enfants. De ne pas penser que c'est une affaire de politiciens. Ça, c'est une guerre de prédation, une guerre de déstructuration de notre pays. Nous devons nous mobiliser, avoir un discours mobilisateur, avoir un encouragement pour ceux qui passent nuit dehors, nos militaires, et même décréter une caisse de soutien à l'effort de guerre. Comme j'avais vu une entreprise à l'OGFM à l'époque le faire avec un chèque. Si en tant que citoyen on peut même ouvrir des comptes comme ça pour aller en appui à l'armée avec de moyens symboliques, nous devons le faire. Parce qu'à l'époque, quand la guerre avait commencé à l'époque, même les femmes, les vendeuses de beignets, j'avais entendu les femmes dire « T'as $1, nous allons donner » pour soutenir notre armée. Mobilisons-nous, soutenons nos institutions, soutenons le pays. Ne suivons pas le poison rwandais. Les discours opium, les discours des gens qu'on a préparés à l'intérieur, qui n'attendent que le dialogue pour vous mettre encore les étrangers qui vont encore affaiblir le pays. Nous avons besoin du dialogue. Nous nous préparons d'ailleurs pour ça. Le dialogue avec les vrais amoureux du pays, pas les gens qui viennent piéger le pays de l'intérieur. Voilà mon message que je voudrais adresser à mes compatriotes. D'accord. Merci, Monsieur le Président, Florent Ebondo. Merci d'avoir été au nom. C'est moi qui vous remercie, mon frère. On va donner l'opportunité de revenir sur ce grand plateau. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à votre émission ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite, au prochain numéro. Avec un même plaisir. Au revoir.